Bienvenue à toutes et à tous pour cette première soirée des mercredis de la com, que parfois, parce que je parle bien en français, j'appelle mercredi de la communication, ce qui fait tressaillir Audrey, la responsable de la communication. Donc voilà, je suis Michael Bourgade, pour ceux qui ne me connaissent pas, probablement d'ailleurs certains ne me connaissent pas, donc je suis le responsable de ce département information communication. Enfin, en vérité, il y a vos camarades de lettres aussi, hein, lettres modernes et information communication. Et par ailleurs, je donne des enseignements plutôt sur des questions liées au numérique, ce qui explique en partie pourquoi j'ai invité une personne qui est par ailleurs une amie qui travaille sur des questions qui ont un maille à partir avec le numérique, hein, puisqu'il s'agit d'une newsletter d'information en ligne. Et donc Charlotte Richard, qui est donc, c'est quoi ton statut, cofondatrice hein, de la newsletter et rédactrice en chef de la newsletter Vox, donc qui a fait une école de journalisme, qui a fait l'IFP, qui est passée par KissKissBankBank, qui est probablement une structure ou une société, une plateforme que vous connaissez bien, et donc voilà, qui vient aujourd'hui nous présenter ce projet qui a quelques années sous la pédale maintenant, qui s'annonce ou se veut comme un projet d'incapacitation et tourné plutôt vers les femmes. En vérité, voilà, je lis ta newsletter avec intérêt et je comprends parfaitement l'orientation générale, notamment sur des offres publicitaires ou quoi qu'il peut y avoir, mais ça ne me dispense pas en tant que garçon de suivre ce que tu fais. Et puis il me semble, et c'est évidemment une des raisons principales qui ont fait que j'ai voulu t'inviter et puis que tu partages ton expérience avec nos étudiants, et merci d'être là aujourd'hui, c'est la forme générale du projet, le ton du projet qui est en rupture, qui nous remet un pied dans l'actualité tous les matins de manière assez atypique, originale, voilà, qui nous surprend, qui nous interroge. Et voilà, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et puis voilà, je n'en dis pas plus et je te laisse la parole. Évidemment, n'hésitez pas à l'issue de cette intervention à poser vos questions à notre intervenante. À toi. Merci. Merci. Je suis contente d'être là déjà. Merci d'être venu. Si nombreux. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que c'est très chiant, les cours magistraux, et je suis très mauvaise là-dessus. Donc je vais vous raconter ce que je fais. Et je propose qu'après, si vous avez des questions, j'y réponds. Ce sera quand même plus sympa. Donc Vox, on l'a créé il y a 3 ans. Je vais d'abord vous raconter ce que c'est. Vous voyez l'édition qui est sortie ce matin là, derrière. Et puis après, je vais vous raconter pourquoi on l'a créé et pourquoi on l'a créé comme ça. Donc c'est une newsletter, donc c'est un mail que vous recevez tous les jours, du lundi au vendredi, à 6h15 précisément dans votre boîte mail. Et le mail se divise en 2 parties. Donc la première partie qu'on voit là à l'écran, merci Michael, qui a pour vocation de résumer l'actualité. Donc avec d'abord des brèves qu'on voit là au-dessus, et puis un sujet central qu'on décortique. En l'occurrence, ce matin, on a traité des élections polonaises dont les résultats étaient ce week-end et qui vont être sûrement le plus grand changement politique que la Pologne a connu depuis la fin du communisme. Je vous le dis parce que c'est une bonne nouvelle et qu'en ce moment, ça fait du bien. Et la deuxième partie de la newsletter, c'est ce que disait Michael, elle est vraiment ciblée sur Alors moi, je parle beaucoup moins bien français que Michael, donc j'utilise beaucoup de mots anglais. Vous allez faire avec moi. C'est de l'empowerment féminin. En fait, le constat de départ, c'est qu'on est, en tout cas moi, et vous sûrement, puisque vous devez à peu près faire partie des millénials, donc les gens nés entre les années 80 et les années 2000. Vous êtes nés un peu plus tard peut-être. Un peu plus tard. On va dire que ça marche quand même. On est en tout cas la génération la plus formée qui arrive sur le marché du travail, la plus informée aussi. Et pourtant, il y a aujourd'hui encore un gap d'inégalité de genre qui se traduit par des inégalités de salaire et des plafonds de verre entre les hommes et les femmes.
Et ce gap, il peut être résolu notamment par l'information et par la formation. Donc la deuxième partie de la newsletter, c'est vraiment de l'empowerment féminin qui s'appuie sur 5 piliers. Donc le lundi, on parle de travail. Le mardi, on parle de planète. Le mercredi, on parle de vie de la cité. Le jeudi, de thunes, d'argent. Et le vendredi, de quoi on parle le vendredi? D'écologie, de culture, pardon. Et on fait un portrait de femme, merci, on fait un portrait de femme à la fin de la newsletter qui s'appelle Who Run the World, je pense que vous avez la référence musicale, par jour. L'idée c'est de rendre visible des femmes qui font des trucs cool tous les jours. Et pas forcément des gens hors du commun et exceptionnels, mais des gens aussi du quotidien. Voilà, vous avez à peu près la forme de la newsletter. Ce que vous voyez en vert, c'est la partie publicitaire. C'est une partie de notre modèle économique. Je pense que je le raconterai après. Aujourd'hui, la newsletter, c'est 55 000 personnes qui nous lisent tous les jours. Pour plus de quasiment 60% d'entre elles, entre 55 et 60% tous les jours. Donc ça commence à faire beaucoup. Et on s'est lancé, c'est facile, on s'en souvient tous, on s'est lancé pendant le premier confinement. Généralement, on se souvient d'où on était à ce moment-là. Un très bon moment pour lancer une entreprise. Finalement, c'était pas si terrible parce que les gens avaient du temps pour nous lire. Et donc nous ont lu. Et donc on est ce média d'actualité qu'on a créé pour 3 raisons. Je vais commencer par ça. La première, c'est qu'on ne trouvait pas chaussure à notre pied dans les médias aujourd'hui. Pour la faire de manière très caricaturale, entre Le Figaro et Elle, qui s'intéresse principalement à notre cellulite, on ne trouvait pas de quoi nourrir notre cerveau sans avoir un journalisme très descendant et parfois un peu donneur de leçons qui ne satisfaisait pas et notre curiosité et notre façon de parler normalement. Donc de cet instinct, aujourd'hui, et pourtant moi je suis journaliste, hein, j'ai été formée comme journaliste, j'ai travaillé comme journaliste, donc j'étais a priori sensibilisée à la chose, et même moi, la plupart des médias me tombaient des mains parce que j'avais l'impression qu'ils ne s'adressaient pas à moi, ou de manière très descendante et très doctrinale, et très professorale, ou qu'ils me prenaient pour une idiote, ou me parlaient juste de la dernière fringue à acheter. Et j'aime beaucoup les fringues, mais c'est pas le sujet principal de ma vie. Voilà, on a rempli. C'est la première raison, c'est qu'on trouvait pas chaussures à la pied, donc en fait on a créé le média qu'on avait envie de lire, tout simplement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on trouve à peu près notre public aujourd'hui, c'est qu'on fait ce qu'on a envie de lire. Et donc on est les premières testeuses de notre projet. Donc ça marche plutôt pas mal comme filtre pour savoir si on se plante ou pas. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième, elle est plus politique au sens vie de la cité du terme. C'est les inégalités de genre dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a encore 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes à compétences égales, à temps de travail égal, à salaire égal. Et cette raison-là, notamment, c'est la place qu'on ose et qu'on ose prendre dans la société et que la société nous accorde. Et pour réduire ce gap, il y a 2 leviers qui nous paraissent clés. C'est d'oser s'exprimer. Et pour oser s'exprimer, il faut être informé. Donc le premier levier, c'est l'information. Si demain, à la machine à café, quand vous arrivez en amphi, on vous embraye sur le conflit israélo-palestinien, mais que vous ne savez absolument pas de quoi on parle, il y a forte chance que vous vous taisiez et que vous n'y exprimiez pas votre opinion. Parce qu'il vous manque l'étage de base qui est de savoir ce qui se passe. Ça, c'est le premier levier qu'on a décidé de combler. Et le second, c'est qu'on fait un gros volet de formation avec des masterclass en vidéo. Parce que si on veut avoir un impact à long terme sur nos vies quotidiennes et la vie des femmes notamment, la formation pour changer un comportement de vie, apprendre à négocier, apprendre à parler en public, apprendre à négocier son premier salaire, apprendre à investir de l'argent en bourse ou que sais-je, la formation, c'est vraiment ce qui est un levier très puissant pour le changement des habitudes. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on a créé la boîte. Et aujourd'hui, le modèle économique, on n'a rien inventé. On n'a pas inventé la roue, on a un modèle économique de médias très classique. Donc aujourd'hui, on est je ne sais pas compter moi, on est 6 à plein temps. Il y a une quinzaine de personnes qui interviennent chaque semaine sur la newsletter. Et dans la boîte en général, parce qu'il y a pas mal il y a des freelances et des pigistes. Et notre source de revenus, c'est la pub. Donc,
ce que je vous montre là, qui est signifié comme tel dans Newsletter, parce qu'on est un média reconnu comme tel par le ministère de la Culture, ce qui nous confère des obligations légales. Et par souci de transparence envers notre lectorat, on affiche clairement que c'est de la pub. Donc ça, c'est en gros 40% de nos revenus aujourd'hui. Il y a 40% de nos revenus qui viennent de la formation. Donc on vend en direct aux 55 000 lectrices qui nous lisent tous les jours. Et le reste, c'est un peu de subventions de fonctionnement et d'aide à la presse. Voilà aujourd'hui ce qu'on fait. Je ne sais pas si il y a des gens qui lisent des newsletters ici? Oui. Tu lis quoi? Ah ouais. Qui vient de sortir, non? Enfin, il y a 3 mois là. Ouais, sur Cassel. Et elle est bien? D'autres, c'est une hebdo, non? Ouais. D'autres gens qui lisent des newsletters? Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Comment on travaille, comment on choisit les sujets, comment... Peut-être commencer par ça. Donc vous voyez, c'est un gros machin à produire quand même tous les jours. C'est 20 000 signes par jour. Donc on est assez militarisé sur l'organisation et très très organisé si on ne veut pas finir à minuit tous les jours et survivre sans faire une attaque cardiaque dans les 6 prochains mois. En gros, on a séparé donc la newsletter en 2. Donc la partie actualité qu'on écrit la veille pour le lendemain et la partie magazine qu'on écrit à J-7. Donc toute la partie magazine, elle est globalement réalisée par des pigistes qui ont chacun une spécialité, parce qu'à un moment, parler d'écologie, comme le fait Hugo Clément, ou parler d'argent, c'est quand même pas tout à fait le même sujet et ça nécessite des expertises assez spécifiques si on veut être bon. Donc ça, en gros, on la rédige à J+7 et elle n'a pas besoin d'être branchée les doigts dans la prise de l'actu. Aujourd'hui, donc on la rédige en amont, ce qui nous permet de faire des doubles relectures et d'avoir du travail de qualité. Pour l'actu, évidemment, on la rédige la veille pour le lendemain, pas avant, c'est un peu compliqué. Donc on décide du sujet entre 8h30 et 9h du matin. On est 2 à décider du sujet. Celle qui écrit, donc moi j'écris encore une fois par semaine, et sinon on a 2 pigistes régulières qui se partagent la rédaction de l'actualité, donc qui sont journalistes. Donc on est toujours 2 à décider du sujet, moi et celle qui écrit, ou moi et mon associé quand elle me relit quand c'est moi qui écris. Pour décider du sujet, on le fait en fonction de ce que nous, on ressent, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on est notre premier lectorat et notre première cible, donc c'est vraiment un bon filtre pour décider du sujet, mais aussi, je sais pas s'il y a un sondage dans cette édition, mais oui, voilà. En fait, on discute énormément avec la communauté et avec nos lectrices, et donc on leur pose tous les vendredis la question, donc en l'occurrence, c'est pas celle-là, mais sous cette forme-là, tous les vendredis, on leur demande de quoi elles ont envie qu'on parle la semaine d'après, en actualité. Donc c'est aussi une façon pour nous de décider quel sujet on va couvrir. Et c'est vraiment important pour nous ce dialogue avec le lectorat et d'avoir des questions. Et pour vous donner une idée, on a en gros entre 800 et 900 réponses par sondage sur le sujet qu'elles veulent qu'on lise la semaine après. Donc c'est un échantillon assez représentatif. Et c'est vraiment important pour nous ce rapport très direct et très horizontal et ce dialogue avec la communauté, parce que nous on a une vraie on a vraiment une vocation à être d'égal à égal et pas dans une dimension très verticale de toi petit padawan je vais t'apprendre la vie et ce que c'est que les élections en Pologne, mais vous l'avez vu, on a ce ton sur le format et la façon dont on écrit les news, on écrit vraiment nos articles sur le ton d'une conversation et comme si on parlait avec une copine. Donc cet échange, il n'est pas vain, il n'est pas fake, il s'appuie aussi sur ces sondages et cette façon pour nous de savoir si on est dans le juste, si on répond à leurs besoins d'information et si on répond à leurs questions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit le sujet entre 8h30 et 9h. Il y a une première version qui est rendue à 13h, qui est relue entre 14h et 15h, deuxième version
en gros, aujourd'hui un peu plus tôt, mais généralement à 16h, deuxième relecture, et un premier bouclage à 17h. Là, il y a une première relecture d'orthographe, parce que moi je ne connais pas l'accord du participe passé, donc heureusement qu'il y a quelqu'un qui me relie, sinon je fais une faute par mot. Donc important d'avoir quelqu'un dans ce métier qui relie à la fois la cohérence orthographique et aussi la cohérence des chiffres et de ce qu'on dit. C'est très dur d'avoir du recul, même avec deux relectures de deux personnes différentes. C'est très dur d'avoir un œil critique sur la matière sur laquelle on a travaillé toute une journée. Donc une troisième lecture, c'est un peu une assurance vie de ne pas écrire de conneries. Et on en corrige. Et moi, à la dernière lecture que je fais généralement le soir vers 19h, j'en corrige au moins un jour sur deux. Donc malgré 3 relectures différentes. Donc en gros, voilà nos heures de bouclage. Sur le fond et sur la façon dont on l'a construit. Donc vous voyez, on procède toujours de la même manière. Donc là, en l'occurrence, c'était sur les élections en Pologne. Et on a créé ce modèle de conversation. Donc c'est vraiment comme si vous parliez avec une copine qui vous raconte ce qu'elle sait parce qu'elle s'est intéressée au sujet et qu'elle l'a creusé et que à l'apéro ou au café, elle vous raconte ce qu'elle a appris du sujet. Donc c'est vraiment un dialogue sous forme de questions-réponses qui permet d'avoir une vision d'ensemble et très décortiquée, très pédagogue du sujet. C'est vraiment important parce que l'instinct dont je vous parlais tout à l'heure, ce que je vous racontais tout à l'heure, que moi je ne trouvais pas mon compte entre le Figaro et elle, il a été scientifiquement baqué par une étude de l'Institut Montaigne en juillet 2022 qui raconte que plus de 60% des Français sont fatigués par l'information. Et plus de 60% d'entre eux trouvent ça plus complexe après avoir lu un article écrit par un journaliste qu'avant. Donc il y a quand même un vrai problème de pédagogie. Assez important qu'on essaie de pallier avec ce modèle de conversation. Je vais arrêter de parler, à un moment il va falloir m'envoyer des questions. Ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Non, on n'a pas vocation à aller sur le terrain et on n'a pas les moyens. On est 6, pour te donner une idée, la rédaction du Monde, c'est 350 journalistes, un truc comme ça. Donc nous, on est 6 et 2 à la rédaction, donc on n'a pas les moyens. Et en plus, c'est pas la promesse. La promesse, c'est de décortiquer un sujet compliqué de manière simple. Donc, on va chercher nos informations dans les autres médias. Donc, pas mal français et beaucoup anglo-saxons aussi. Et étrangers, espagnols aussi parfois, parce que ça permet d'avoir un petit peu de fraîcheur et d'autres façons de penser. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, pour couvrir le conflit entre Israël et Hamas, moi, je regarde beaucoup le New York Times, le Guardian, enfin, des médias anglo, quoi, qui sont, je trouve, très précis sur les relations internationales, souvent. Et un peu moins... ils ont une façon de couvrir l'actualité qui est un peu moins verbeuse, qui est un peu plus directe et qui est un peu plus... qui se prend un peu moins au sérieux. Clairement. Donc, clairement sur les autres médias. Et en plus, non seulement on s'en cache pas, mais on en fait aussi une force. En fait, tous les mots que tu vois soulignés dans la newsletter, c'est nos sources. Donc, à la fois pour que les lectrices puissent vérifier ce qu'on dit, et à la fois parce que, en 2006, évidemment, on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire de la Pologne depuis la chute du communisme jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour celles qui veulent creuser, on met des sources pour qu'elles puissent aller voir plus loin. Sachant que 80% nous lisent sur leur téléphone en allant bosser le matin. Donc, tu vois, nous, la promesse, c'est de résumer l'actualité en 5 minutes. Donc, évidemment, on n'a pas vocation à être exhaustif. En revanche, je trouve que notre devoir de média, c'est de te donner les moyens, si tu as envie de creuser, d'aller voir plus loin. Ouais. Non, on est 6 en tout dans la boîte. Sur les 6 ? Ouais. Alors en fait, on est 6 à plein temps, mais on est 15 en tout. Il y a 3 personnes à la régie, à plein temps. Donc la régie, c'est ceux qui vendent les pubs, donc 40% de nos financements aujourd'hui. Moi, je suis la rédactrice en chef et j'ai une chef de projet édito qui bosse avec moi.
Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 pigistes, 2 pour la partie actualité et le reste pour la partie magazine, en gros. Et en freelance aussi, il y a quelqu'un pour la technique, le site, tu vois, la newsletter, quelqu'un pour l'acquisition, aller chercher des nouveaux abonnés. Et voilà, en gros. C'est ça le taf. Donc journaliste 6. Mais ils sont pas forcément à plein temps. Parce que l'article argent, tu vois, il est 1 fois par semaine, t'as pas besoin d'être à plein temps, quoi. On me demande juste de vous donner un micro si vous avez une question, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en visio. Ah oui, donc, simplement qu'ils entendent la question, tout à fait qu'ils n'entendent pas. C'est pour ça. Donc juste faites-moi un signe. Oui, moi c'est plus aussi par rapport à ton expérience avant dans d'autres rédactions. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de sélectionner les sujets? Parce que c'est toujours un petit peu le grand mystère. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle d'autre chose? Là, on comprend bien la ligne éditoriale de Vox, mais peut-être revenir un peu sur tes autres expériences et ce que tu as pu constater, en fait, peut-être parfois avec des anecdotes ou des choses en termes de hiérarchisation et sélection de l'information. Ouais. Alors moi j'ai commencé à l'AFP. Donc l'AFP c'est l'agence France Presse. C'est les grossistes de l'information pour vous la faire courte. C'est eux qui fournissent l'information brute aux médias, donc auquel le grand public n'a pas accès, mais 80% de ce que vous lisez, je connais pas le ratio en vrai, je dis n'importe quoi, mais peut-être 60% de ce que vous lisez sur Le Monde ou le Figaro.fr, c'est de la reprise de dépêche AFP. Voilà, donc ça c'est une boîte absolument géniale pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je suis partie très très vite parce que le job qu'ils me proposaient était vraiment à peu près l'enfer sur terre pour moi. C'était couvrir les marchés agricoles à Chicago en décalage, donc de nuit pendant 3 ans. Alors j'ai fait c'est super les gars, mais je vais aller voir ailleurs. Donc je suis pas restée et j'ai commencé vraiment au Parisien en fait. Journal absolument génial, et j'ai commencé alors moi j'ai commencé en local parce que le Parisien est un journal local, donc ils ont une 50aine locale, et donc j'étais dans le 95, donc Sarcelles, Villers-le-Bel, tout ça, cette zone là, et comment on choisit les sujets? Et bah, même méthode en fait, conférence de rédaction le matin. Chaque journaliste arrive avec ses sujets qui lui arrivent soit par communiqué de presse, soit par ses sources locales, en gros. Quand on est un journaliste local sur le terrain, comme ça, en fait, on est tout le temps dans la rue, dehors, à rencontrer des gens. Donc, en fait, tout simplement, le maire a votre numéro, l'association du coin a votre numéro, l'opposition locale a votre numéro. Donc, en fait, quand il se passe un truc, vous êtes au courant, quoi. Donc, voilà, les journalistes arrivent chacun avec leur liste de 4-5 sujets qui sont arbitrés en conférence de rédaction le matin avec le rédacteur en chef de la locale, et c'est comme ça qu'on décide des sujets, en gros. Moi, ce qui me frustrait à l'époque, c'était 2 choses. C'était que je trouvais qu'on était très coupé de nos lecteurs, qu'on leur demandait jamais leur avis, qu'on n'avait jamais de retour sur notre travail, et qu'on avait beaucoup de mépris pour eux. Moi, j'ai été élevée j'ai été formée dans un temps où, en école de journalisme, on vous parlait de 2 lois que je trouve absolument affreuses et qui est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de monter Vox. C'est vraiment pour faire autrement. C'est la loi du mort-kilomètre. C'est plus le mort est loin, moins c'est intéressant. Et 2, c'était l'archétype qu'on donnait aux étudiants en école de journalisme, c'était Madame Michu. Donc Madame Michu, c'était la lectrice qu'on devait imaginer, et Madame Michu était idiote, vous en doutez bien, vu le surnom qu'on lui donne, c'était pas très valorisant. Voilà, moi c'est une autre époque, hein, j'incrimine personne et j'en ai fait partie, j'ai été formée comme ça. Mais j'ai toujours été très gênée par cette approche très méprisante du lectorat, et ça m'a toujours gênée ce truc d'écrire tout seul pour soi. Et je trouve que c'est encore aujourd'hui, alors je ne veux pas du tout faire des généralités, hein, ce serait trop facile, ni dire qu'on est meilleur que tout le monde, mais je pense que c'est aussi une des raisons aujourd'hui de l'écueil et du divorce entre les médias et beaucoup de Français, de nous, de n'importe qui, quoi. C'est que je trouve que beaucoup de journalistes écrivent pour eux-mêmes. Or, en fait, et donc pour se faire plaisir à eux,
Mais en fait, Michel, t'écris pour ton lecteur et c'est lui qui te fait vivre. Donc en fait, je pense qu'il y a une question de posture à repenser du journaliste qui n'est pas un sachant qui s'adresse à des gens idiots, mais au contraire qui est juste quelqu'un là pour essayer de faire du mieux qu'il peut pour expliquer des choses compliquées de manière simple, de rapporter des faits pour qu'en face, on puisse se forger une opinion. Neutre si possible. Bonsoir. J'aimerais mieux comprendre comment s'articule le rapport entre vous qui écrivez, et la communauté des 55 000 abonnés. Quand vous dites que vous écrivez pour quelqu'un d'autre, vous écrivez pour un lecteur qui n'existerait pas sans votre écrit. Donc quand on écrit pour quelqu'un, on façonne cette personne. Cette personne n'est pas déjà là. Hein. Donc, comment fonctionne la dialectique entre la newsletter et cette communauté? Est-ce que vous êtes toujours en phase avec votre communauté? Est-ce que vous faites parfois des efforts pour plaire à votre communauté? Qui pilote l'autre? S'il y a un pilotage, je vais dire, peut-être pas, mais est-ce que la communauté est toujours contente de vos choix, de vos contenus? Est-ce qu'il y a parfois des moments de conflit, de contestation? C'est une très bonne question. Oui. Alors c'est une très bonne question, je vais répondre de manière beaucoup plus pragmatique parce que c'est plus mon genre. Alors déjà, nous, notre lectrice, on l'appelle Chloé. Chloé, donc elle a en gros 32 ans, parce qu'elle est née, elle a en moyenne 32 ans, on la connaît très bien. On la connaît très très bien, Chloé, parce qu'on fait un questionnaire d'audience tous les 6 mois, auquel on a plus de 1500 réponses, donc on sait très bien qui elle est, où elle habite, combien elle gagne, ce qui l'a fait kiffer, ce qui l'a fait déprimer. Voilà. Donc Chloé, elle a entre un bac+3 et un bac+5. Elle a 32 ans, elle est sensible au sujet d'égalité dans la société, d'écologie, sans être militante. Elle bosse plutôt dans les métiers du soin. Dans les métiers du soin, je mets très très large, je mettrais l'enseignement dans le métier du soin. C'est peut-être pas une catégorie très académique, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, donc déjà, Chloé, on la connaît très très bien. Pour cette raison, parce qu'on fait une étude d'audience tous les jours et parce qu'on lui pose à peu près au moins une fois par jour une question. Tu vois, là, on lui a posé une question aujourd'hui, c'était quoi? Je sais plus. Ah oui, est-ce que tu veux être propriétaire de ton appart? Donc déjà, en fait, on sait très très bien qui est Chloé. Et pour répondre à la question du conflit, est-ce qu'on est d'accord? Et ben nous, on se remet toujours en question. Et en fait, on a vraiment cette approche d'humilité vis-à-vis de notre lectorat. Par exemple, sur un sujet très difficile, le conflit Israël-Hamas en ce moment, je crois que c'était mardi ou lundi, je ne sais plus, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de notre traitement de ce sujet? Est-ce qu'il est plutôt pro-israélien? Est-ce qu'il est plutôt pro-palestinien? Est-ce qu'il est plutôt neutre? Et deuxième question, est-ce qu'on l'a trop traité, pas assez traité? RS. En fait, on lui pose la question pour savoir ce qu'elle en pense. Et donc, si vous voulez la réponse, je crois que c'est 88% nous trouvaient plutôt neutres et 60%, il faudrait que je vérifie les chiffres, et 66% trouvaient qu'on l'avait suffisamment traité. Mais ça ne nous empêche pas de recevoir, bien sûr, régulièrement des mails disant « Ah, bah là, vous avez dit Y, moi je pense plutôt que X », etc. Et tant mieux, ça fait partie du dialogue. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans un rapport d'échange. C'est-à-dire que moi, j'estime pas que je détiens la vérité absolue. Je n'exprime jamais... Je ne peux pas être parfaite, je ne serai pas parfaite, je ne fais pas cette promesse. En revanche, la seule promesse que je peux faire, c'est de me poser des questions et de lui demander ce qu'elle en pense. Voilà, ça, je pense que c'est mon job. Pas de questions. Sur le choix du sujet quotidien, là, aujourd'hui, donc du coup, la situation politique en Pologne. Comment ça se passe? Tu dirais que quels sont les vecteurs d'influence en fait du choix sur le sujet? Parce qu'il y a eu un traitement, par exemple, international assez important, puis les médias français l'ont peu traité. Est-ce qu'il y a des récurrences, des choses comme ça? Et puis deuxième question sur ce sujet spécifiquement, pour le coup, c'est pas clos, hein, puisqu'on reste un petit peu suspendu à des choses en devenir encore. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins planifié d'en reparler ou pas?
Sur l'actu, on ne se projette pas plus que le lendemain parce que c'est assez difficile de faire des plans sur la comète et en fait ça bouge tellement vite que c'est difficile de se projeter. Oui, on sait qu'on va reparler de la guerre en Ukraine at some point, quoi. Voilà, c'est tellement clé dans l'actualité que oui, on en reparlera, c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Par définition, c'est assez difficilement prévisible. Pour répondre sur le choix des sujets, on essaye d'avoir une diversité de sujets. Économique, politique, international, clairement, dans la semaine. Donc on essaye de panacher. France, ça clairement. Deuxièmement, le choix du sujet. Alors nous, on est vraiment résolument optimiste et ça fait partie aussi de ce qu'on a envie d'être et de dégager et de transmettre dans la newsletter. Donc, on choisit aussi parfois des sujets qui sont un peu délaissés et qui font du bien. Donc la Pologne en est un exemple. On ne l'a pas beaucoup couvert. Et là, oui, en plus de la loi mort kilomètre, il y a un vrai biais de négativité, je trouve, dans le choix des sujets de médias qu'on essaye de contrer. C'est que on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Et assez rarement des trains qui arrivent à l'heure. Donc ça fait du bien de temps en temps de parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc ça, c'est un clé. Et le troisième niveau de réflexion, c'est les sujets qui tournent un peu en boucle dans l'actualité, qui sont censés se répéter, considérés comme implicitement connus et sus, et en fait que personne ne connaît. Exemple, le 49.3. Vous avez dû en entendre parler l'année dernière à Bâle. Et en fait, ça tourne en boucle sur BFM, mais les trois quarts des gens, moi la première, ne savent pas ce que c'est que le 49.3. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas un master en politique publique. Et on ne peut pas avoir un master en droit public, puis un master en relations internationales, puis un master en finance, puis être spécialiste des énergies bas carbone. En fait, c'est pas vrai. C'est pas possible. L'être humain normal ne peut pas avoir accès à toutes ces connaissances. Et donc, une des façons pour nous de choisir un sujet, c'est justement des matières où on se dit qu'il faut décortiquer et on a besoin d'expliciter ce que c'est parce que la plupart des gens ne savent pas. Et qu'en fait, c'est implicite. Si tu ne le sais pas, tu peux pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question parce que, en fait, vous avez monté votre boîte et vous n'êtes que 6, mais comment vous êtes financé? Comment vous arrivez à obtenir un salaire pour 6 personnes à la fin du mois si votre newsletter est gratuite? C'est une très bonne question. Alors, nos sources de revenus quotidiennes, si j'ose dire, donc c'est la pub. Tu vois, là, pif, paf. Là, ça, en fond vert, où il y a écrit pub, pardon, je te l'affiche pas. Là, tu vois? Oui, tu vois. Là, quand c'est en fond vert, il y a écrit pub, c'est de la pub. Donc en fait, c'est des boîtes, des entreprises qui nous payent pour faire de la publicité auprès de nos 55 000 lectrices. Ça, c'est 40% de nos revenus. La deuxième partie, que tu vois pas là parce que c'est pas dans l'édition d'aujourd'hui, c'est qu'on vend des formations à nos lectrices en vidéo, donc elles achètent, c'est les 40% restants de notre source de revenus, pour tout un tas de trucs qu'on n'a pas appris à l'école. Donc ça peut être apprendre à parler en public, négocier son salaire, investir en bourse, avoir des conversations difficiles au travail. Enfin, tu vois, ça, c'est une deuxième partie de nos revenus. Et pour le financement de départ, on a fait une levée de fonds participative, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre capital donc, à nos lectrices. Et donc il y a 748 ou 752, je ne sais jamais, lectrices qui ont acheté des parts de l'entreprise, donc qui sont copropriétaires de la boîte, et ce qui nous a permis de lever 350 000 € l'année dernière. Donc ça, c'est une grosse partie de notre financement pour faire des investissements. Après, on a levé 100 000 € auprès de ce qu'on appelle des business angels, très pompeusement. C'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans des entreprises. Et une autre partie auprès de Google.org, qui est la fondation Google,
qui fait des appels à projets européens pour soutenir le modèle économique des médias et qui, en fait, tu présentes un dossier avec un projet. Nous, on a présenté un projet pour la partie publicitaire et s'ils estiment que ce projet peut te servir à toi, mais aussi que ton expérience peut servir à l'ensemble des médias européens pour pérenniser leur modèle économique, ils financent. Voilà, et pour la levée de fonds participative, c'était hyper important pour nous que les lectrices soient copropriétaires de l'entreprise, parce que ça veut dire que les personnes à qui on écrit tous les jours et les personnes à qui on rend des comptes financièrement sont les mêmes. Et donc qu'il n'y a pas de distorsion entre les deux. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce que vous connaissez le pourcentage d'hommes qui lisent vos... Entre 3 et 5%. C'est l'exception. Mais enfin, en vrai, on en a entre 3 et 5%. J'ai répondu au sondage ce matin. Donc, tu sauras que tu Chloé sauras que c'est toi l'exception. vit aussi dans un appartement. Sur la pub, peut-être, puisqu'il y a ce sujet qui a été abordé, est-ce que tu peux donner des éléments de précision? Moi, ce qui m'intrigue, au-delà de cette conférence, ça m'a toujours intrigué, je me suis toujours interrogé là-dessus. Comment on vous approche, comment vous les démarchez et comment vous les sélectionnez, ces annonceurs? Oui, alors on a 2 genres d'annonceurs. On a ces pubs-là, et en fait on les approche par l'angle éditorial, c'est-à-dire que nous on part toujours de ce que Chloé aurait envie de lire, de voir dans la newsletter, et cette section-là on l'a pensée comme un truc de bon plan. C'est-à-dire c'est les marques qu'on va te faire découvrir, qui sont cool, dont on estime que les valeurs sont cohérentes avec les nôtres, donc avec une dimension écologique le plus possible. Un peu nouvelle et plutôt cool et qui servent ta vie quotidienne. Donc ça c'est vraiment la façon dont on approche les marques. Comment on les approche? On les démarche, clairement. Donc ça c'est le rôle des 3 personnes qui sont à la régie, qui démarchent des marques, qui vont les chercher en leur disant est-ce que tu veux avoir ton encart dans la newsletter, et pour X euros tu auras 4 passages dans la newsletter. Donc c'est vraiment un modèle publicitaire hyper classique, on n'a vraiment pas du tout inventé la poudre là-dessus, hein. C'est comme les pages de pub que tu vois dans le Figaro, c'est vraiment exactement la même chose. À ceci près que nous, une fois que les marques ont signé, c'est nous qui réécrivons, c'est dans le ton de la quotidienne, c'est vraiment dans la phase. Si tu lis les pubs, t'as pas vraiment l'impression de lire une pub, parce qu'en fait à chaque fois on raconte une histoire qui parle à Chloé parce que ça raconte sa life ou un problème qu'elle rencontre régulièrement dans son quotidien. Et le deuxième type d'annonceur, c'est des boîtes un peu plus grosses. Là, on n'a pas d'exemple dans cette newsletter-là, mais ça peut être Le Bon Coin, tu vois, on a travaillé avec eux. Généralement, eux, ils achètent plutôt ce qu'on appelle le header, donc là, ce qui est avec la feuille. On les met en scène à ce moment-là. Et ces grosses boîtes, généralement, elles ont plus un enjeu d'image de marque qu'elles veulent avoir auprès de notre lectorat. Le Bon Coin, par exemple, leur enjeu, c'était qu'ils avaient énormément besoin de recruter des femmes, notamment à la tech, qui traditionnellement sont des postes occupés plutôt par des hommes. Et donc, ils avaient besoin de valoriser leur image de marque auprès de ce qu'ils appellent leur marque employeur, leur image de marque d'employeur, comme ça se dit, pour recruter des nanas à la tech. Voilà, en gros, c'est les 2 catégories d'annonceurs qu'on a. Oui, il y a 2. Là d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Comment ces annonceurs mesurent leur retour sur investissement, entre guillemets, taux de clic. Taux de clic. Et est-ce qu'ils ont plus de données qualitatives, justement, sur les personnes qui voient leur pub? Alors oui, parce que notre audience, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre audience, on la connaît vraiment très bien. Donc c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. On leur donne évidemment un portrait bien plus détaillé, mais 32 ans, pas d'enfants pour la majorité, entre un bac plus 3 et bac plus 5 et dans le soin. Après, comment ils mesurent leur retour sur investissement, le taux de clic sur leur pub, et puis le taux de conversion sur l'achat sur les produits, et le taux d'ouverture de la newsletter. C'est l'avantage du digital. C'est très traçable. C'est beaucoup plus quantifiable, clairement, qu'une pub dans le métro.
clairement. Ou même qu'un podcast d'ailleurs. Oui, donc c'est très transparent. Hein. Et en fait, le projet Google dont je parlais tout à l'heure a financé ce projet-là. En fait, on est en train de monter une brique technologique, un logiciel qui va permettre justement aux annonceurs de voir en direct leurs résultats, sans même passer par nous, par transparence. Enfin, seuls eux y auront accès, évidemment. Mais comme ça, ils n'ont pas besoin de nous poser les questions. Il y avait une autre question, je crois. Ouais. Merci Mathieu. Oui, sur les formations, je suis en train de voir, c'est très intéressant, la page justement sur les formations de Vox. Donc il y en a une, viser l'équilibre, ça ne me fait pas peur, parce que l'équilibre pro-perso, c'est comme le bronzage, ça s'entretient. 3 vidéos pour t'aider à atteindre tes ambitions pro et perso, en évitant de te prendre les pieds dans les tapis des injonctions et la table basse de la culpa. Et dans une autre formation, c'est les packs spéciales rentrées qui te donnent les moyens de devenir la femme puissante bien dans ses baskets que tu mérites d'être. Vous parlez surtout à une femme mal à l'aise, à une femme un peu maladroite, qui n'est pas bien dans ses baskets. Parce que vous êtes toujours bien dans vos baskets ? Pas du tout. Non, pas du tout. Oui, mais là, c'est assumé. Non, parce que dans ce cas-là, il faut me donner la recette. Hein. Non, mais je ne dis pas du tout cela. Je dis que là, c'est assumé. Vous parlez, au moins, ces formations-là visent une femme qui a besoin de ces formations pour être bien dans ses baskets. Donc, je me demande, est-ce qu'une femme épanouie, indépendante, a le droit de lire Vox, ou il faut être justement mal dans ses baskets pour lire Vox? C'est ça la question, oui. Alors, il n'y a pas besoin d'être déprimé, mais la réalité des chiffres, malheureusement, je vais répéter le même chiffre, hein, mais l'écart de salaire, c'est 20%. Une des raisons, c'est la discrimination. La deuxième, c'est que la plupart des femmes n'osent pas demander. Donc, c'est l'autocensure. Et comme on dit à la City, if you don't ask, you don't get. Donc, en fait, il faut apprendre à demander. Et donc, c'est pas une question d'être mal dans ses basques, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas autant de femmes à l'Assemblée nationale que d'hommes. Les salaires ne sont pas égaux. Enfin, le plafond de verre, même dans nos démocraties avancées, l'égalité des genres n'a pas été atteinte. Et je serais ravie de m'arrêter de travailler quand elle sera atteinte. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et donc, je pense qu'il y a quand même encore un peu de taf à faire sur le sujet. Et donc, c'est un des moyens de l'atteindre. J'imagine qu'il y a bien des équipes de psychologues ou de coachs ou d'écrivains, parce que je vois, oui, c'est une palette très riche, celle des formations de l'écriture créative. Nous on peut pas être spécialiste de tout et on prétend pas être spécialiste de tout. On va chercher une spécialiste à chaque fois du sujet qu'on interroge pour parler. Et puis c'est quand même pas la même chose de parler d'investissement que de communication non violente, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Donc oui, on fait intervenir une spécialiste à chaque fois. Et donc cette communauté existe même en dehors de la newsletter, existe et vit aussi à travers les formations. Est-ce qu'il y a aussi d'autres moments, je dirais, de convivialité de cette communauté? Est-ce que vous organisez des rencontres? Alors de manière informelle pour l'instant, parce que on n'est que 6, hein, donc avec nos petits bras et les journées font que 24 heures, on n'arrive pas complètement à tout faire. mais de manière informelle, en fait, je sais qu'il y a des lectrices qui se rencontrent, qui se voient, qui sont devenues potes, mais on va lancer quelque chose très très bientôt. Je ne vais pas vous dire quoi, sinon c'est pas drôle, mais comme ça je vais être sûre que vous vous abonnez à la newsletter pour voir quelle est cette nouveauté qu'on va sortir. Le 31 octobre. En plus, c'est le jour de mon anniversaire, donc il faut vraiment s'inscrire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, il y aura des événements communautaires. Il y avait un commentaire sur le ton en creux quand Pépé a fait lecture les textes d'escorte à ses vidéos. Du coup, ça ouvre la porte quand même à un des éléments importants ou central de cette newsletter et de votre projet, hein, que probablement les étudiants
connaissent pas puisqu'ils n'étaient pas lecteurs de la newsletter et qui vont le devenir, c'est le ton général de l'écriture. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un petit peu depuis ses origines de ce projet, de cette tonalité? Il y a, enfin je sais pas comment dire, moi je pense évidemment toujours, il y a Libé, ils sont maxi forts pour les titres, hein, on est obligé de leur décerner une palme pour ça, mais en tout cas voilà, vous jouez beaucoup sur le ton, sur des jeux de mots, beaucoup de la badinerie aussi, hein, je sais pas, Rambobine Marceline, quand tu veux revenir en arrière et puis poser les bases d'un... Et des très très mauvaises blagues surtout. Oui, et qui sont complètement assumées, mais comment dire, c'est très clair en fait, hein, le contrat de lecture, on rentre assez vite dedans, voilà, d'où ça vient, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le projet? Alors, attends, je vais essayer d'ordonner ma pensée. Il y a un constat intello qui est que la plupart des gens qui est l'étude de l'Institut Montaigne, que c'est Jean Jaurès d'ailleurs, je crois, la Fondation Jean Jaurès, pas Montaigne, qui est de juillet 2022, qui disait que 60% des gens qui lisent un article le comprennent moins bien après qu'avant. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'on voulait parler clairement. Et donc, et en plus, moi, je suis plutôt de l'équipe, je sais plus qui a dit ça, mais ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Généralement, quand on met des mots à 4 syllabes avec des phrases de 1000 km, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'on voulait dire. Donc, nous, on essaye de parler vraiment très, très sujet-verbe complément, de manière très, très simple. Et après, il y a notre inclinaison naturelle qui est que, en fait, on écrit comme on parle, quoi, et comme on est. Je pense que l'incarnation, la dimension humaine, la dimension très émotionnelle et très affective et très incarnée de ce qu'on écrit dans la newsletter, je crois que c'est une partie de ce que les gens redemandent et relisent, parce que c'est à l'inverse absolu de la froideur, c'est vraiment sur l'autre côté du spectre de la froideur des médias, des grands médias traditionnels. Et en fait, c'est pour ça, c'est que ça crée une connexion avec le lectorat qui est très forte. Comment vous décidez un petit peu de la tonalité d'écriture, à quel moment tu fais un jeu de mots? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que vous avez un canon de la blague, de l'acronyme, de l'anglicisme, du jeu de mots? C'est très dur, hein, on l'a semi-codifié. Pour l'instant, on est assez petit pour pas avoir trop besoin de le transmettre, donc ça va. Et puis on a des habitudes en fait de langage, de blagues. Ce qui est assez drôle, c'est que les blagues qu'on fait nous dans la quotidienne, quand les lectrices nous écrivent, elles les reprennent. Ça, c'est assez bon. Donc ça devient des gimmicks récurrents en fait. Je crois que ce qui prime, c'est la clarté, c'est que ce soit intelligible. Après, on reçoit régulièrement des emails nous disant que nous sommes des assassines de la langue française, voilà, nous disant qu'on parle mal, qu'on enlève les doubles négations, c'est vrai, qu'on place mal des virgules, c'est vrai, qu'on utilise des anglicismes, c'est vrai. Mais moi, je pense que la langue française est vivante. Et qu'elle s'enrichit de toute cette diversité et qu'elle est là pour changer en fait et vivre avec son temps, quoi. Ouais. Merci. Et justement du coup par rapport à ces mails que vous recevez qui sont des retours et donc peut-être aussi négatifs, est-ce que vous consacrez une partie de votre temps en plus de celui d'écrire des articles pour répondre à toutes ces personnes-là, parce que... Ah ouais, on répond à tous les mails. D'accord. Sans exception. Et vous en recevez beaucoup, je veux dire, par mois ou... Ça dépend. Avant les vacances, j'étais très fatiguée, donc j'ai fait une énorme bourde. J'ai écrit que l'avion polluait 14 fois moins que le train. C'est l'inverse, évidemment. On a reçu 300 mails, évidemment. Et à raison. On a répondu aux 300 mails, et évidemment, on a corrigé dans la newsletter le lendemain. Ouais, c'est notre devoir, tu vois. Enfin, je veux dire, sans elle, on vit pas. Donc, en fait, le minimum, c'est de leur répondre, quoi. Ouais, donc on répond à tous les mails. Tous. Après, je te donne l'exception. Sur quoi on a reçu des mails En gros, on doit recevoir un mot d'amour par jour, 1 à 2 critiques ou questions par semaine. Et puis après, tu as tous les mails un peu transactionnels, c'est-à-dire « Ah, je reçois plus ma newsletter » ou « Ah, le code promo, machin, marchait plus », tu vois.
ça, c'est traité assez vite. Donc en fait, c'est gérable parce que c'est... tu vois, à part le cas où quand je fais des bourdes comme ça, où on le corrige, on reçoit entre 1 et 4 mails par jour. Donc tu vois, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Peut-être, Inch'Allah, si un jour on est 1 million de lectrices, on aura peut-être un service pour répondre aux mails. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, si Chloé vous répond, généralement, c'est moi. Mais oui, c'est normal de répondre, quoi. Et puis les gens, enfin, c'est du temps. Enfin, je sais pas, moi, quelqu'un prend le temps de son temps personnel pour m'écrire. Je trouve que c'est un minimum de respect que de lui répondre, quoi. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Dans le début de votre newsletter, vous parlez du conflit entre Hamas et Israël. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a un code de la vulgarisation journalistique aujourd'hui? Pardon, j'ai pas entendu un code de quoi? Un code de la vulgarisation journalistique aujourd'hui, c'est-à-dire traiter une information dense, qui est par essence très dense. Est-ce qu'il y a un code aujourd'hui justement pour vulgariser l'information, pour la rendre traitable et pas enlever des informations primordiales et très importantes? C'est hyper dur comme question. Je suis désolé. Non mais merci, c'est hyper dur comme question. En fait, il y a deux points dans ta question et deux façons de s'en assurer. Ce que tu apprends en école de journalisme, c'est le kit de base, répondre aux 5 W. Donc qui, quoi, pourquoi, enfin en anglais, donc why, the, when, where, tu le connais. Donc ça, c'est le kit de base, c'est savoir ce qui s'est passé, quand, pourquoi, comment c'est arrivé. C'est l'info basique d'une brève. Le deuxième, c'est ce que je te dis, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est je pense que une des raisons de l'éloignement des médias et de leurs lecteurs ou de leurs spectateurs, c'est que souvent ils considèrent que des choses sont sues par tout le monde parce que eux sont spécialistes de leur petit sujet, de leur sujet, mais tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout. Donc moi, mon deuxième prisme, c'est d'être super pédagogue et de décortiquer. Tu vois, demain, on fait un sujet sur le prix de l'électricité. J'ai expliqué ce que c'était que la volatilité, parce qu'en vrai, je ne savais pas bien ce que c'était, moi-même. Et ça, voilà. Donc ça c'est le deuxième prisme, c'est la clarté. Et le troisième, c'est la neutralité, qui est vraiment super importante pour nous. Moi, je suis personne pour penser à la place de personne, ni la justice, ni plus intelligente qu'une autre, ni plus sachante qu'une autre. Mon job, c'est d'essayer de décortiquer des faits, mais surtout pas de dire ce que j'en pense, parce que c'est bien ta liberté et ça me regarde pas. Donc moi, mon job, c'est d'essayer de te donner matière à penser pour que tu puisses te forger ton opinion. Pour ce troisième, donc pour la clarté, c'est le jeu de ping-pong qu'on fait qui nous permet de nous assurer que c'est clair. C'est le format de la conversation, parce qu'en fait, quand tu te poses, tu vois, quand on écrit sous forme de conversation comme ça, en fait, ça me force à me poser les questions de base que tout le monde se pose sur un sujet, et donc à ne pas en oublier. Donc ça, c'est ma deuxième assurance vie. Et sur la neutralité, tu vois, par exemple, là, sur le conflit, c'est très dur de rester neutre, et puis on a tous des biais de pensée. Donc en fait, moi je fais relire par une personne de l'équipe qui n'est pas journaliste, en random, qui change tous les jours, pour qu'elle me dise, bah oui, avec ça en tête, elle relit, tu vois, la brève en me disant, là, ok, ouais, je pense que t'es neutre, t'as montré les points de vue des deux côtés, c'est bon. Mais il n'y a pas de système parfait. Ça n'empêche pas de faire des bourdes. Merci. C'est une grosse responsabilité. Ouais. Je n'ai pas trouvé cet adjectif en lisant les différentes pages. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que cet adjectif soit évoqué. C'est très à la page d'ailleurs. Vous ne le faites pas. Et je trouve ça très original. C'est volontaire. Je m'en doute. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Alors exactement pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure. Alors nous, on n'est pas militante.
C'est un fait, il y a des inégalités de genre qui persistent dans la société. C'est notre mission, on essaye de se donner les moyens à nous toutes de les régler. Mais on a aussi une deuxième valeur qui est la neutralité sur laquelle on est assise et qui nous tient beaucoup à cœur. Moi, je déteste qu'on me dise ce que je dois penser. Je trouve ça assez insupportable et donc j'ai pas envie de le faire aux autres. Donc la neutralité est vraiment importante pour nous et c'est exactement la même posture qu'on adopte pour le féminisme. On n'est pas militante. On a de leçons à donner à personne, quoi. Donc oui, on l'a pas mis volontairement. Je pensais à un autre projet très jeune, la Déferlante. Donc, ouais. Vox est né il y a 3 ans. Super, ouais. Je suis un peu la naissance, la création. Et qu'il y a une autre approche pour le coup très militante. Oui, c'est toute une autre approche. C'est la revue féministe, hyper féministe. Ouais. Voilà, c'est assumé. Et donc, cela signifie imposer aux autres un modèle de pensée. Vous venez de dire que vous ne en fait, c'est un choix. Pas le féminisme. Oui, bien sûr, c'est un choix. Mais ne pas être féministe, c'est la seule façon de ne pas imposer une pensée. En fait, c'est moi, mes convictions, je ne l'ai pas. Notre neutralité fait que je pense que je ne dois pas imposer mes convictions aux autres. Mais c'est... En fait, l'un n'empêche pas l'autre pour moi. Moi, je lis La Déferlante et j'adore. C'est une question de choix et d'approche. Pour moi, et surtout quand on traite comme nous de sujets très généralistes, c'est plus facile pour La Déferlante, qui est vraiment sur un type de sujet. Nous, demain, on parle des prix de l'électricité. On a parlé du conflit. On va parler des élections en Équateur. Enfin, on est un média généraliste d'information. Donc on ne peut pas tout à fait avoir la même approche qu'un média magazine papier qui est sur une verticale de sujet. En fait, c'est pas comparable, quoi. Donc pour moi, l'un n'exclut pas l'autre. Les deux démarches sont complémentaires, quoi. En tout cas, ça donne envie de s'inscrire. Je vais le faire comme ça. Je sais. Vous avez intérêt. Michael, vous avez les 5%, ça devient 5% de lecteurs. Faire remonter mes stats, mais là. Oui, ça remonte. On va troubler un petit peu les statistiques de la revue. Qu'est-ce que on a la primeur du sujet de demain ou pas? Ou c'est secret, c'est top secret? Non, c'est pas top secret. C'est la réforme du marché de l'électricité. Bonne nouvelle, nos factures devraient pas trop monter. Et évidemment, on parlera de Gaza. Évidemment, ouais. Le futur de Vox, c'est quoi? Vous avez des projets là, plus ou moins court ou moyen terme, des projets de restructuration, d'agrandissement, de rétrécissement, de délocalisation? Pas de délocalisation. Nous, la vision, c'est toucher 1 milléniale sur 10 à terme. Donc ça fait 800 000 personnes, donc il y a encore un peu de chemin à faire. Donc on va y arriver, mais ça va pas être tout de suite. Mais ça va très vite, hein, donc on sait jamais. On sort sur les formations, on va sortir un truc très très cool, donc le 31 octobre. Qui arrive, donc on va lancer ça, survivre à ce lancement, et après, voilà. Et nous, on a des stagiaires qui sont là aussi, pas mal de journalistes qui peuvent. Qui veut être journaliste aider, ici? Toi, tu veux être journaliste? Tu prépares les concours après? C'est bien. Elle peut laisser son adresse mail. Non mais voilà, ils font des stages, et c'est sérieux, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient être intéressés. Il faut écrire à chloé@vox.org. On n'en prend pas beaucoup, mais ouais, bien sûr. Et pour ceux qui veulent faire du journalisme, les alternances maintenant, c'est quand même vraiment génial. La chef de projet édito qui bosse avec nous, elle est en alternance, et je trouve que c'est vraiment super parce que ça lui permet d'être, tu vois, à la fois à l'école et à la fois dans une boîte, et d'être payé, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc c'est vraiment une bonne formule, quoi. Et je crois que maintenant quasiment toutes les écoles de journalisme le font. Et si j'ai un conseil pour toi, fais une école reconnue. D'autres conseils peut-être pour les étudiants qui veulent être journalistes? Il y a des gens qui veulent être journalistes ici? Peut-être là. Non, ils sont pas trop. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Donc, en fait, là, vous allez préparer les concours l'année prochaine, c'est ça? Ou cette année? Non,
Un peu plus tard, ils sont jeunes. Hein. Ils sont en Oh, première dans année, 2 deuxième ans. année, troisième année de licence. Donc ouais, encore. Je pense il faut lire, regarder des médias. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et faire le plus de stages possible. Et pas hésiter à mettre un pied dans la porte, quoi. Enfin, si on vous ferme la fenêtre, passez par la porte et non, c'est l'inverse l'expression. Mais vous avez compris. Voilà. Par le Velux. Culot, curiosité. Ouais, et puis il faut pas hésiter. Alors, les grands médias sont assez structurés sur leurs stagiaires, donc c'est assez fermé, parce qu'ils reçoivent tellement de demandes qu'ils ont un peu organisé leur truc, et donc c'est que pour les écoles reconnues. Mais il y en a plein. Il y a plein de la déferlante. Enfin, il y a 1000 médias indépendants qui sont prêts à accueillir des stagiaires, donc faut y aller, quoi. Ok. Et généralement, c'est des petites équipes, donc il faut leur écrire. Hein. Super. Merci. Et puis pour les concours, il faut pas sauter. Eh ben, on se souhaite une bonne soirée là-dessus. Ouais. Ouais. Bonne soirée. Merci Charlotte de ta venue. Un instant, on se retrouve pour la prochaine séance, les prochains rendez-vous des mercredis de la com. La date, je ne l'ai pas, c'est le 23 novembre. 29 novembre. 23 novembre. 29. Ah, 29, excuse-moi, je te laisse juste dire la suite, Bérénice, c'est toi qui accueille la personne. S'il vous plaît, oui. Donc ce sera Raphaël Haddad de l'agence Mots-Clés qui revient lui aussi sur l'écriture aussi inclusive, etc. Et je rappelle pour les étudiants que c'est obligatoire de Infocom. Voilà. Merci de votre présence et à très bientôt. Bonne soirée.